Donc vous l'avez peut-être deviné, mais aujourd'hui je vais vous parler de l'oppression des femmes, mais tout particulièrement de la lutte contre l'oppression des femmes. Pardon. Et on en parle parce que c'est une grande question pour les marxistes et ça a une importance très particulière. Parce que la lutte des classes, en fait, elle ne peut pas être complète sans une lutte générale pour émanciper tous les opprimés et tous les exploités. Pour mieux régner, les capitalistes attaquent souvent les droits et les intérêts des minorités dans telle ou telle société. Je ne vais pas citer trop d'exemples, hein, sinon on sera là jusqu'au week-end prochain. Mais il y a pas mal de choses qui sont passées récemment qui vous ont sûrement amené à être assez en colère pour venir ici un jeudi soir, jaser politique et tout ça. Et l'exemple qui m'a sauté le plus à la tête quand j'ai commencé à écrire le lead-off, c'était l'exemple du renversement de Roe v. Wade aux États-Unis l'année dernière. Donc le 24 juin de l'année dernière, la Cour suprême des États-Unis a officiellement renversé Roe v. Wade. C'est une législation qui, pendant 50 ans, avait rendu l'accès à l'avortement un droit fédéral aux États-Unis. Dans le contexte du climat politique qui est extrêmement polarisé autour des guerres de culture aux États-Unis, c'est pas une décision très surprenante. Pourtant, toutes ces attaques contre les droits et libertés de certains groupes et minorités, c'est pas une affaire culturelle, ça n'a rien de culturel. C'est parce que c'est dans des périodes de crise économique intense que les capitalistes sortent cette tactique d'aller chercher les couches les plus arriérées de la société pour diviser. Et c'est pas un phénomène récent ou nouveau du tout. Et en plus, cette attaque à la liberté de la femme, c'est important de le souligner, elle n'est pas forcément générale non plus. Elle affecte surtout les femmes de la classe ouvrière, qui n'ont souvent pas les moyens de prendre un jet privé vers un autre État ou un autre pays qui donne l'accès libre à l'avortement sans conséquence. Et donc voilà, c'est donc à partir de cet exemple, en fait, je pense que c'est pas mal clair qu'il y a un lien ineffaçable entre la lutte pour les droits de la femme et la question de classe. C'est un peu le sujet d'aujourd'hui. C'est ça, les capitalistes, ils n'ont pas forcément les mêmes problèmes que les travailleurs. Hein. Ils ont infiniment plus de moyens. Et entre deux classes qui ont des intérêts fondamentalement opposés, ces contradictions, ils vont se manifester tôt ou tard pour diviser le mouvement féministe. Mais en réalité, ces divisions dont ces féministes bourgeois se plaignent sont surtout des attaques sur les revendications des femmes travailleuses. Et en particulier, une attaque sur les intérêts des travailleuses qui voient le lien entre leurs conditions économiques et leur oppression. L'histoire d'ailleurs, elle ne manque pas d'exemples de brillantes femmes marxistes qui ont mené la lutte non pas seulement pour l'émancipation de leur sexe, mais pour celui de leur classe tout entière. Et c'est cette tradition que l'on défend ici. C'est une solution marxiste et révolutionnaire qui a été représentée par plusieurs militantes comme Rosa Luxemburg, Clara Zetkin, Alexandra Kollontai, Eleanor Marx ou encore, j'en parlais dans le contexte des suffragettes, Sylvia Pankhurst. En gros, ces femmes, c'était des marxistes révolutionnaires qui sont battus contre le capitalisme. Donc on avait Luxemburg et Zetkin au sein du Parti social-démocrate en Allemagne, le SPD, Kollontai qui était une militante importante dans le parti bolchevique en Russie, et Marx et Pankhurst qui ont mené une lutte acharnée pour les idées marxistes en Grande-Bretagne. Donc leur point commun, c'est qu'elles ont toutes lutté avec le but d'organiser les travailleurs dans la lutte contre toutes les formes d'oppression et d'exploitation sous le capitalisme. On va donc parler dans cette présentation de leurs contributions politiques, les tendances auxquelles elles ont résisté au sein du mouvement, ainsi que les idées qu'elles ont défendues. Je vais commencer par introduire un peu les idées qu'elles ont traitées au début du 19e siècle, pendant que le mouvement des suffragettes se répandait. Et c'est important de le mentionner parce que la lutte pour l'émancipation des femmes, elle a toujours fait partie intégrante du mouvement socialiste. La journée internationale de la femme, par exemple, c'était d'abord la journée internationale des travailleuses. C'est une journée qui a été fondée par des femmes socialistes comme Clara Zetkin, comme étant une journée de manifestation contre l'oppression et l'exploitation de la classe ouvrière. Et je vais revenir sur les détails de sa création un peu plus tard dans le lead-off. Mais en même temps que cette lutte socialiste naissait, il y avait une autre qui faisait son apparition et se répandait de plus en plus. Il y avait un nombre grossissant de bourgeoises et petites bourgeoises qui se formaient autour de la lutte pour les droits de la femme, et tout particulièrement pour obtenir le droit de vote et une représentation sur la scène politique. Mais par contre, pour la plupart, ça visait surtout à l'obtenir pour des femmes qui possédaient de la propriété privée, donc des terres ou du capital. Et bien que les marxistes n'étaient pas forcément opposés à un avancement pareil, donc l'extension du droit de vote, il y avait quand même une grande séparation entre ce mouvement et les approches des militantes marxistes. Et pour illustrer ça encore mieux, le mouvement des suffragettes est un excellent exemple de cette différence d'approche.
approche. Alors, je vais commencer par vous parler d'une organisation qui s'est fondée en 1903 en Grande-Bretagne par une dame qui s'appelle Emmeline Pankhurst. Donc c'est la Women's Social and Political Union, donc la WSPU, c'est le diminutif que j'ai utilisé. En gros, c'était un organe de lutte pour la cause féminine et notamment pour obtenir le droit de vote. Les actions qu'elle menait, elles étaient assez radicales. Pas mal. Elles menaient même à des arrestations et des peines d'emprisonnement, mais sans plus, parce qu'elles n'ont jamais mené à une lutte de masse en fait. Au sein de cette organisation, il y avait les filles d'Emmeline, donc Sylvia, Christabel et Adela, qui étaient aussi militantes de la WSPU avec leur mère. Et dès le début, on voyait déjà les perspectives de classe qui se heurtaient au sein de cette organisation. Et ça a causé des tensions assez intéressantes pour nous de remarquer au sein de cette petite famille. Sylvia, par exemple, je vais surtout parler d'elle, parce que c'est la plus intéressante. Elle, c'était la seule de la fratrie qui était arrivée au lien entre ce mouvement et la lutte générale de la classe ouvrière. Donc elle ne voulait pas que la lutte se confinait au petit groupe des militants de la WSPU. Elle voulait faire un lien avec la grande masse des travailleurs. Et en essayant de faire ça, ça l'a menée à devenir une socialiste convaincue. Elle a compris la perspective marxiste. Elle a compris que si on veut aller plus loin qu'obtenir le droit de vote, et si on veut proprement libérer la femme des chaînes de l'homme, il fallait les libérer tous les deux des chaînes du capitalisme et donc toutes les oppressions et les exploitations qu'il engendre. Et pour cela, elle avait bien compris qu'il fallait une mobilisation de masse et qu'il fallait présenter une perspective de classe à cette masse ouvrière dont elle voulait obtenir le soutien dans la lutte. Elle combinait alors des actions que la WSPU faisait régulièrement, donc des actions de désobéissance civile, à une mobilisation de la WSPU dans la lutte des travailleurs, donc parmi les syndicats et les organisations ouvrières. Elle voulait, c'est une citation, non pas un militantisme plus sérieux pour quelques-unes, mais un appel plus grand aux masses à joindre la lutte. Et ça, c'est un tournant qui n'a pas trop plu à sa mère et ses sœurs. Elles étaient contre cette union. Elle voulait, en quelque sorte, garder la lutte des femmes indépendantes des autres luttes, et particulièrement indépendantes des luttes syndicales et socialistes. Comme quoi, ce mouvement, ça concernait que les femmes, que les hommes et la masse non militante n'étaient pas du tout concernés. Mais Sylvia, elle, par contre, elle voulait que la WSPU soit une organisation socialiste. Et elle parcourait la Grande-Bretagne pour obtenir le soutien qu'il lui fallait pour mener cette lutte. Et ça lui a valu, entre autres, une expulsion de la WSPU en 1914. Ça s'est produit après qu'elle ait pris la parole à une rencontre socialiste et syndicaliste en soutien au révolutionnaire irlandais Jim Larkin. Ça ne s'arrête pas là. Si on observe les politiques que la WSPU a adoptées par la suite, les différences d'approche deviennent encore plus claires. Donc après le déclenchement de la Première Guerre mondiale, qui était de fond en comble une guerre impérialiste, la WSPU a abandonné tous ses moyens de pression. Donc elles se sont mises à défendre fermement le gouvernement britannique qu'elles défiaient auparavant. Elles sont mises à défendre l'effort de guerre. D'ailleurs, le Premier ministre britannique avait personnellement sollicité ces dernières, Emmeline et ses filles, pour financer leurs manifestations pro-guerre. Et ces manifestations, elles les ont organisées autour du slogan « Nous demandons le droit de servir ». Donc on passait au « On veut le vote », on veut servir pendant la guerre. On a compris. Ouais, par ailleurs, elles ont même présenté un angle d'argument féministe pour défendre la guerre impérialiste. Elles qualifiaient entre autres l'Allemagne de nation masculine. Et ça ne s'arrête pas là. Après la guerre, la WSPU a continué d'enchaîner les positions réactionnaires et antisyndicales. Elles ont aussi été parmi les premières femmes à se présenter à une élection, qui est pas mal comme avancée, on aime bien. Par contre, ça aurait été beaucoup mieux si c'était pas pour le Parti conservateur. Mais de l'autre côté, Sylvia, elle participait à la création du Parti communiste britannique. Donc on voit donc encore une fois pourquoi les socialistes s'opposent aux tentatives de créer un mouvement uni de toutes les femmes. On voit aussi l'absurdité de prétendre que les femmes ont toutes les mêmes intérêts. Si elles sont toutes liées dans une organisation, sans considération pour les séparations de classes, les travailleurs seront juste liés aux intérêts des capitalistes et des petites bourgeoises. En fait, ces capitalistes, ils ne vont pas et ils ne veulent pas mener la lutte dans l'optique de mettre en avant les intérêts des ouvrières. C'était clair pour Kollontai, Alexandra Kollontai, qui le soulignait à l'époque en disant, c'est une citation, mais où est cette question féminine générale ?
Où est cette unité des tâches et des aspirations pour laquelle les féministes ont tant à dire? Un regard attentif sur la réalité nous montre qu'une telle réalité n'existe pas et ne peut pas exister. Et en effet, les militantes marxistes comme Kollontai et Zetkin n'ont pas manqué de lourdement critiquer ce mouvement de femmes bourgeoises. Donc, alors que la vision des suffragettes comprenait une finalité dans la lutte pour les droits démocratiques pour les femmes, donc le droit de vote, les marxistes, elles ne manquaient pas de lier cette lutte à la lutte de classe. Eleanor Marx, notamment, elle disait, qui était la fille la plus jeune de Karl Marx, elle disait, c'est une citation, « Les travailleuses peuvent bien comprendre les demandes du mouvement des bourgeoises, elles peuvent et devraient même avoir une attitude favorable envers ces demandes. Seulement, les objectifs des travailleuses et des bourgeois sont très différents. » Et elle avait raison. Les marxistes, on n'est pas contre les réformes ou les petites avancées, bien au contraire, on les encourage. Par contre, il faut voir ces réformes pour ce qu'elles sont. C'est des concessions qui sont accordées par l'aile gauche de l'État en temps de prospérité économique, mais qui peuvent être arrachées par l'aile droite de l'État à la prochaine crise. On voit ça par exemple avec le renversement de Roe v. Wade. C'était un droit qui a été accordé dans une période de prospérité économique, qui a été arraché aujourd'hui quand la classe ouvrière aux États-Unis devient de plus en plus désillusionnée envers le système capitaliste, et la potentielle unité de cette classe devient menaçante pour la survie du statu quo. Donc pour cette raison, les réformes, elles peuvent être de bonnes avancées pour faciliter la lutte, mais elles ne peuvent pas être le but final du mouvement. On doit traiter les problèmes à leurs racines, et les réformes ne peuvent pas être plus qu'un pansement sur la plaie. D'ailleurs, sur ce sujet, Clara Zetkin avait dit une autre citation, elles sont très inspirantes. Elle disait « Nous demandons des droits politiques égaux à ceux des hommes afin que nous puissions avec eux nous libérer tous ensemble des chaînes qui nous retiennent et que nous puissions renverser et détruire cette société. » Clairement, ces marxistes, à travers la lutte pour les droits de la femme, ils voyaient une opportunité d'unir et lier celle-ci avec la lutte des classes. Elles voyaient clairement le lien entre l'oppression des femmes et les misères du système capitaliste. Et les suffragettes, dans l'autre camp, elles considéraient que toutes les femmes avaient un intérêt commun, donc celui d'obtenir le droit de vote. Mais par contre, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui se passera de ce vote une fois qu'il sera obtenu? Est-ce que ces femmes, elles vont rester unies toute la vie entre elles à voter ensemble pour leurs intérêts communs? Non. Rosa Luxembourg, d'abord, avait une réponse assez mordante à ce sujet. J'aime beaucoup cette citation. Elle disait « S'il n'était question que du vote des femmes bourgeoises, l'État capitaliste ne pourrait en attendre rien d'autre qu'un soutien effectif à la réaction. Nombre de ces femmes bourgeoises qui agissent comme des lionnes dans la lutte contre les prérogatives masculines marcheraient comme des brebis dociles dans le camp de la réaction conservatrice et cléricale si elles avaient le droit du vote. » J'aime beaucoup cette citation parce que on n'a pas besoin d'aller très loin dans l'histoire pour voir qu'elle avait raison. Il y avait bien une femme dans le groupe de la Cour suprême qui a renversé Roe v. Wade, et je pense même qu'elle a voté pour le renversement. C'est bien Hillary Clinton, dans son poste de secrétaire d'État, qui a soutenu et appuyé plusieurs interventions et guerres impérialistes avec toutes leurs atrocités qui ont touché les hommes et les femmes. On voit donc ici la différence d'approche entre les perspectives marxistes et l'idée que toutes les femmes ont des intérêts communs. Les femmes marxistes, en fait, elles avaient la même perspective de lutte de classe que les hommes marxistes. Elles voulaient s'unir avec eux dans leur volonté, elles s'unissaient avec eux en fait dans leur volonté à émanciper la classe ouvrière et toute la classe ouvrière et tous les opprimés. Donc ça, c'est un exemple du mouvement des suffragettes en Grande-Bretagne, mais ce mouvement s'était aussi étendu un peu partout en Europe et notamment en Allemagne. Et c'est du côté de l'Allemagne qu'on voyait l'activité de Clara Zetkin ou encore Rosa Luxembourg. Et Clara Zetkin en particulier, elle défendait les mêmes idées marxistes sur l'émancipation des femmes. C'était une militante socialiste qui dénonçait l'hypocrisie des organisations des femmes en Allemagne, qui, elles, les organisations, soutenaient toutes sortes de positions réactionnaires. Il y avait une tendance à laquelle elle s'est durement opposée, c'était l'Union des femmes radicales, qui était une organisation à l'orientation petite bourgeoise. Lors des élections à Hambourg en 1903, cette organisation a appuyé un candidat qui était seulement favorable à l'extension du droit de vote à certaines femmes. Je vous laisse deviner lesquelles, je pense que c'est pas difficile. C'était pas les travailleuses en tout cas. Elles avaient notamment appuyé ce candidat contre le socialiste Auguste Babel. Auguste Babel, qui est connu pour avoir écrit en 1879 le premier livre marxiste qui était entièrement dédié à la lutte pour l'émancipation des femmes, qui s'appelle La femme et le socialiste. Très bon livre, je le recommande. Donc cette organisation de l'Union des femmes radicales, en étant incapable de se ranger derrière Babel, qui était socialiste, et que Zetkin qualifiait d'ailleurs de l'un des premiers et les plus acharnés
acharnés militant pour l'émancipation complète de la femme, cette union des femmes radicales montrait concrètement que la ligne de classe était plus importante pour elles que l'unité des femmes en fait. Et c'était justement pour faire face à ces tendances bourgeoises dans le mouvement qu'en août de 1910, il y avait une réunion de 99 femmes socialistes qui venaient de 17 pays différents et ils ont organisé en gros une conférence des femmes où elles ont fondé cette journée de manifestation, donc la journée internationale des travailleuses. La journée a d'abord été organisée sous le slogan « Le vote des femmes nous donnera de la force dans la lutte pour le socialisme ». Et Clara Zetkin, entre autres, avait présenté une résolution où elle expliquait: en accord avec les organisations politiques et syndicales du prolétariat, dotées de conscience de classe dans le monde entier, les femmes socialistes de tous les pays organiseront chaque année une journée des femmes. D'abord, la journée des femmes aura comme objectif d'obtenir le suffrage universel pour les femmes, et cette demande doit être conforme à la compréhension socialiste des enjeux liés aux droits des femmes. Et on le voit aujourd'hui, qui est très malheureux, la journée internationale des femmes a depuis été largement vidée de son contenu révolutionnaire. Et justement, on est là aujourd'hui pour faire revivre ces traditions révolutionnaires et les défendre. Donc voilà, c'est ça les traditions de lutte de classe que les femmes marxistes, les militantes marxistes comme Luxembourg, Kollontai, Zetkin et Eleanor Marx défendaient. Rosa Luxembourg, par exemple, a très peu écrit sur la question de la lutte des femmes. C'était pas parce qu'elle pensait que c'était pas important, mais parce qu'elle était trop occupée avec d'autres choses. Au début de son parcours politique, la direction du Parti social-démocrate, donc le SPD en Allemagne, voulait se débarrasser de cette jeune femme rebelle qui les dérangeait. Ils ont proposé notamment qu'elle devienne active dans le mouvement des femmes au sein du SPD. C'est un truc que Rosa a fermement refusé. À la place, elle s'est lancée corps et âme dans tous les débats théoriques au sein du parti. Elle a fermement défendu les idées marxistes contre les tendances réformistes au sein du SPD. Elle ne voulait pas être tokenisée et elle comprenait aussi bien le besoin pour un parti révolutionnaire des travailleurs. Et ses écrits, d'ailleurs, nous sont encore précieux dans les luttes que l'on mène aujourd'hui. Pour elle, pour Rosa, comme pour Kollontai, comme pour Zetkin, encore Marx, la lutte pour l'émancipation de la femme est fondamentalement liée au besoin d'émanciper la classe ouvrière à travers les séparations de classe, à travers les séparations de sexe, de race ou de sexualité, des chaînes et de la misère du capitalisme. Ce serait presque une injure de réduire les idées de ces militantes et leur héritage à la lutte pour les droits démocratiques pour les femmes, ou juste pour le droit de vote ou l'égalité devant la loi. Parce que leurs idées, elles allaient plus loin. Et leur travail était bien plus acharné pour l'unité de la classe ouvrière et pour défendre les bonnes idées du marxisme. Donc maintenant qu'on a considéré ces exemples des tendances auxquelles ils ont lutté contre, il est clair maintenant que la possibilité d'unir une lutte à travers les séparations de classes sans un sacrifice total des intérêts de la classe ouvrière, c'est une affaire délicate et même utopique. Mais à part ça, on doit se demander, on doit clarifier quelle est la perspective marxiste. Comment on lutte et qu'est-ce que le socialisme peut apporter aux femmes? En fait, c'est moins une question de ce que le socialisme peut apporter aux femmes seulement, et plus une question de ce qu'on peut changer pour tous les travailleurs du monde, incluant tous les opprimés et tous les exploités. Obtenir l'émancipation des femmes, sans celle des autres exploités et les autres opprimés et vice-versa, ne vaudra pas grand-chose tant que la source de l'oppression et de la misère est la même, et qu'elle reste invaincue. D'ailleurs, que vaut la liberté d'un si celle de l'autre est toujours oubliée? Mais surtout, quelles sont les racines de toutes ces formes d'oppression? Parce qu'on a dit qu'on voulait traiter le problème à sa racine. En fait, l'oppression des femmes tire ses racines de la société de classe. Et ça, c'est quelque chose que Friedrich Engels, qui a accompagné Marx dans une grande partie de ses écrits ainsi que dans son activité politique, donc, en gros, il a expliqué l'origine de l'oppression des femmes dans son livre classique, probablement déjà entendu parler, L'origine de la famille, la propriété privée de l'État. Donc, ce qu'il expliquait, Engels, dans son livre, c'est qu'avant l'apparition de la société de classe, quand les humains vivaient en groupe de chasseurs-cueilleurs, les distinctions de travail sur la base du sexe existaient, mais il n'y avait pas encore les préjugés ou la subordination des femmes. Et les hommes et les femmes, ils travaillaient ensemble pour leur survie, parce qu'ils étaient obligés. Et d'ailleurs, vu la nature de ces communautés, la ligne d'hérédité suivait la ligne maternelle, parce qu'il était impossible à l'époque de déterminer la paternité avec certitude. Et une fois que les humains ont appris à domestiquer les animaux et à travailler la terre, ça a résulté pour la première fois dans l'histoire en un surplus dans la production. Et ensuite, à cause de ce surplus, parce qu'il doit appartenir à quelqu'un si on veut en faire quelque chose, ça a mené à la nécessité de l'apparition de la propriété privée. Et à partir de cette étape, il est devenu important de déterminer une ligne sûre d'hérédité masculine. Donc à cause de la division de travail qui existait déjà, c'était les hommes qui ont développé l'agriculture et la domestication des animaux. Et
donc, pendant que la civilisation se développait, la famille se développait aussi. Et l'hérédité est passée à la ligne du père. Et donc, chez ceux dans ces sociétés qui commençaient à développer du surplus, l'embryon de la famille nucléaire commence à s'imposer. Ils commençaient à se séparer notamment en classes de dirigeants, de citoyens et d'esclaves. Et ça, c'est un modèle qu'on trouve chez les Grecs et les Romains, par exemple. Et bien sûr, ce modèle, il a continué de se développer. Il n'est pas resté juste comme il était à l'époque des Romains. Il a continué d'épouser les besoins économiques d'un système à un autre jusqu'à arriver à notre image de la famille sous le système capitaliste. On voit donc que cette oppression, en fait, elle tire ses origines de la société de classe. Elle est bien plus vieille que le capitalisme. Par contre, la société de classe, elle se perpétue au sein du système capitaliste et fournit encore et toujours l'unité économique fondamentale qui le nourrit. Donc, si on veut tirer les racines de l'oppression des femmes aujourd'hui et remédier le problème, il est question de se débarrasser du système capitaliste. C'est ce système qui constitue la base des idéologies et des pratiques discriminatoires qu'on connaît aujourd'hui. Comme Karl Marx l'avait dit dans l'idéologie allemande, les idées de la classe dominante sont aussi à toutes les époques les idées dominantes. Sous le capitalisme, vu la position des classes dans le processus de production, les exploiteurs, donc les capitalistes, ont un avantage politique, économique et idéologique. Et c'est cette dominance qui détermine l'idéologie, les institutions et les préjugés d'une société donnée. La misogynie, en fait, ne vient pas forcément des traits supposément inhérents des hommes ou des femmes. Et comme je le disais, le capitalisme repose surtout sur la famille comme unité économique primaire et il repose donc sur l'oppression des femmes pour soutenir son exploitation. Pour expliquer ça un peu plus clairement, je vais vous donner la journée modèle d'un travailleur. Donc, après une longue journée de travail, un travailleur il rentre chez lui, il a besoin d'être nourri et que son foyer soit entretenu. Ce travailleur, par contre, il ne pourra pas travailler toute sa vie. Il lui faut une relève. Donc, il faut une prochaine génération de travailleurs. Il est donc vitalement nécessaire pour la continuité de la vie économique que la classe ouvrière se reproduise. Et cette nouvelle génération de travailleurs doit être d'abord créée, puis élevée, puis éduquée, puis formée. Pendant des siècles, ce processus a été inculqué à la femme au foyer. Et même après l'entrée en masse des femmes au milieu de travail, elles ont continué d'être obligées de porter ce fardeau. Pour une femme travailleuse, mettre un enfant à la crèche pendant sa journée de travail, c'est pas forcément abordable financièrement. Surtout que les services sociaux qui justement prennent la délégation de ces tâches domestiques sont souvent les premiers à être coupés en temps de crise. Et même si elle a la possibilité de prendre les enfants et la maison en charge, c'est en plus de son travail salarié. Donc ça devient une autre lourde charge à ses pieds. Et ça impose à partir d'un certain seuil une dépendance économique. Et ça mène souvent à des conséquences sociales. Par exemple, c'est cette dépendance économique qui fournit la source des phénomènes comme la violence conjugale. Certaines de ces femmes qui n'ont pas les moyens de déléguer les tâches domestiques sont forcées de dépendre sur le salaire de leur mari. Donc c'est soit en raison de leurs salaires qui sont beaucoup plus bas que ceux des hommes, donc des maris, mais aussi parce que parfois les charges domestiques et le fait qu'elles n'aient pas les moyens de les déléguer les forcent à rester à la maison et d'être comme un foyer non salarial. Et de l'autre côté, je viens d'en parler, le capitalisme utilise aussi les femmes faiblement rémunérées pour faire baisser les salaires et les conditions de la classe ouvrière en entier. Par exemple, en temps de crise, comme je l'ai mentionné, c'est surtout les industries du service et des soins qui sont dominées par les femmes, qui sont d'abord victimes des coupures des budgets et des salaires. Par exemple, pendant la pandémie, bien que les femmes représentaient 47% des travailleurs au Canada, elles ont représenté 63% de toutes les mises à pied engendrées par la crise du Covid. Voilà, donc ces mesures d'austérité qui sont imposées pendant les temps de crise, elles vont d'abord toucher les travailleurs les plus démunis et les plus exploités, et c'est leur exploitation qui génère le plus de profit pour les patrons. Et parce qu'ils sont plus rentables pour les patrons, parce qu'ils sont obligés d'accepter des salaires plus bas que les autres par nécessité, les patrons utilisent ces salaires comme référence pour les travailleurs soi-disant mieux payés, pour stagner les salaires de tous les travailleurs aussi. Donc, ces marxistes comme Kollontai et Zetkin au Luxembourg argumentaient en faveur du socialisme et donc d'une société libre des chaînes du capital qui agirait pour le bien de tous et non pas pour le profit de certains. Et ça nous permettra entre autres de socialiser le travail domestique et ça pourra mettre un terme à l'exploitation par le travail salarié. Ça va mettre un terme.
Et là, on ne fait pas que fantasmer. On a déjà pu faire ça en Russie après la révolution d'octobre en 1917. Alexandra Kollontai, par exemple, elle est entrée dans le nouveau gouvernement après la révolution comme commissaire aux services sociaux. Sous son influence, juste 6 semaines après la révolution, le mariage civil a été introduit. Et dans l'année, ils ont aussi changé le code civil pour inclure l'égalité entre les hommes et les femmes. Ils ont supprimé la différenciation entre les enfants légitimes et illégitimes. Ils ont rendu le processus de divorce beaucoup plus accessible. Il fallait juste l'accord des deux parties. S'il n'y avait pas un accord, il y avait juste à aller au tribunal. Alors qu'avant, sous le tsarisme, c'était bien plus compliqué que ça. Et les femmes divorcées au chômage ou en difficulté financière, elles bénéficiaient d'allocations. Et une dernière amélioration que je voudrais mentionner, c'était l'accord du droit à l'avortement. L'URSS, d'ailleurs, était le premier pays qui légalisa officiellement l'avortement à libre accès. Donc, en gros, pour résumer, la lutte pour une société socialiste, elle va supprimer la base matérielle pour l'oppression des femmes. Et cette lutte, on ne peut pas compter sur les capitalistes de nous aider à la tenir. Vu sa position dans la production, seule la classe ouvrière dans son ensemble peut mener cette lutte. Et c'est pour ça que les marxistes se plongent dans la lutte des classes et interviennent dans les mouvements et dans les organisations de masse des travailleurs, des travailleuses et aussi des étudiants. Et ça, ils font ça dans le but de mettre fin à l'exploitation de la classe ouvrière et à l'oppression des femmes. Pour les marxistes, c'est pas juste une question de salaires égaux ou de représentation égale à la tête des institutions économiques ou gouvernementales. On n'a pas besoin de plus de femmes patronnes, ça va pas changer à l'exploitation des travailleurs. Et même si les gains démocratiques représentent des avancées considérables, on ne va pas dire que c'est mauvais, mais on doit regarder plus loin vers les racines des choses. Et encore une fois, les syndicats et les autres organisations ouvrières, ils ont la capacité d'unir et de rassembler les travailleurs autour d'une cause commune. Si ces organisations trouvent la bonne direction, qui vient de militants résolus, qui mettent en avant des politiques socialistes audacieuses, et entre parenthèses, c'est pas très important si ces militants soient des hommes ou des femmes, on pourrait alors utiliser ces organisations ouvrières pour briser ces sociétés de classe. Elles peuvent donc être un moyen pour arriver à éliminer l'oppression des femmes. Mais pour atteindre ce but, ces militants, ils doivent être élus sur la base de leur politique et de leur programme. Ces programmes doivent être basés non pas sur l'identité de ces militants, mais sur leurs idées et leurs intérêts de classe. Donc notamment qu'ils soient représentants des intérêts de la classe ouvrière et de la majorité des gens. Et c'est là que les bonnes idées, les bonnes méthodes entrent en jeu. Si on a 50 000 ou 100 000 ouvriers organisés sous un programme socialiste solide, en fait, ces ouvriers-là qui sont organisés, unis, ils sont infiniment plus puissants qu'une poignée de bourgeois ou de capitalistes qui sont tout aussi organisés. Par exemple, si on considère des pays, disons, plus avancés, comme le Canada ou le Royaume-Uni, à titre d'exemple, vous pouvez me dire qu'on a déjà fourni les droits démocratiques et l'égalité devant la loi en quelque sorte. Et ça, c'est vrai. Mais déjà, il faut mentionner que ça s'est fait à travers de longues luttes menées par les masses et elles n'ont pas été accordées par la bonté des patrons parce qu'ils aiment tellement les femmes, je sais pas. Et pourtant, si vous êtes ici aujourd'hui, je pense que vous êtes conscient que l'oppression des femmes, elle existe toujours. Les politiques des femmes comme Hillary Clinton ou Margaret Thatcher, elles n'étaient pas définies par leur sexe, mais par leur classe. Les idées et leurs idées qu'elles ont défendues, elles n'ont signifié que la misère pour les travailleurs et plus particulièrement pour les femmes. Par contre, pour gagner la lutte pour les idées révolutionnaires au sein des organisations de la classe ouvrière, il faut bien plus qu'une bonne volonté. On a besoin d'un travail cohérent et patient pour gagner les gens à des idées politiques claires, pour un programme aux méthodes révolutionnaires qui va éliminer le capitalisme. Ce programme, il a besoin d'avoir une bonne base théorique, qui comprend l'origine de l'oppression et de l'exploitation, et aussi qui comprend les méthodes de lutte qui vont mener à la victoire. Et cette lutte, si elle est menée, elle va demander la participation égale de toutes les couches de la classe ouvrière. Et ce même processus de lutte, il fera tomber les préjugés sexistes ou discriminatoires en prouvant dans l'action l'égalité des hommes et des femmes. Prenons par exemple la grève des mineurs au Royaume-Uni en 1984. Donc c'était une grève où des milliers de mineurs au Royaume-Uni ont été mobilisés en masse contre les politiques oppressives de Margaret Thatcher. Ils ont d'ailleurs fait face à l'une des répressions les plus brutales
sur un mouvement ouvrier par le gouvernement conservateur britannique. Pendant ce mouvement, les femmes des mineurs ainsi qu'une association formée par des personnes LGBT se sont ralliées autour des mineurs pour soutenir la grève. Donc les épouses des mineurs, elles ont donné des discours enflammés qui ont témoigné de leur courage face à la brutalité de Thatcher. Donc avec le soutien de l'association LGBT, elles ont aussi réussi à collecter des fonds significatifs pour soutenir le mouvement des mineurs. Donc après cette preuve incroyable de solidarité, l'organisation des mineurs, même si elle était dominée par les hommes, elle a voté pour enlever les relents sexistes de leur documentation syndicale. Et par la suite de la lutte, l'organisation des mineurs a même envoyé un contingent pour les manifestations de la fierté. Donc les femmes et les personnes LGBT à l'issue de cette lutte, elles ont été menées à être vues comme des militantes prolétariennes ardentes qui commandaient le respect dans leur demande pour l'égalité de traitement. Et ce respect, il n'a pas été atteint simplement en parlant du sujet, mais en construisant activement une organisation d'hommes et de femmes de la classe ouvrière en lutte pour leurs droits. Et ce genre d'unité de classe, c'est le plus gros cauchemar des patrons et des capitalistes. Elle brise les divisions entre les travailleurs et elle met en avant leurs intérêts communs et elle met en avant le fait qu'ils ont tous un ennemi commun, qui est l'exploitation sous le capitalisme. Quand on comprend ça, on comprend tout de suite pourquoi ici au Québec, on nous saoule avec tous ces faux débats sans fin autour du maléfique Shoma Roxham, ou l'effrayant droit d'une enseignante à porter un voile. Et ça ces débats, ces faux débats, on en entend parler à chaque fois, à chaque crise économique, à chaque fois qu'il y a une lutte des travailleurs qui démarre, et ainsi de suite. Donc il faut absolument qu'on construise les forces du marxisme. Il faut qu'on construise ce mouvement ouvrier. On a besoin d'une organisation révolutionnaire de masse qui peut unir ces travailleurs et les mener à la victoire. Et c'est cette organisation qu'on veut construire ici avec la riposte socialiste. Une organisation qui va pouvoir gagner les travailleurs à la lutte pour le socialisme et un monde meilleur. Mais pour faire ça, on a ben du pain sur la planche. Et c'est pour ça qu'on mène cette lutte acharnée pour les idées marxistes et pour défendre les traditions socialistes dans le mouvement ouvrier et dans le mouvement contre l'oppression en général. Aujourd'hui, le 9 mars, c'est pas le 8 mars malheureusement, on défend particulièrement les racines socialistes de la Journée internationale des femmes travailleuses. Si on veut changer le monde, on doit le comprendre. Et ça nous demande d'apprendre de ceux qui sont venus avant nous, et ce dans toute leur essence révolutionnaire. Et ça, c'est ce qu'on doit aux idées d'Alexandra Kollontai, Rosa Luxembourg, Clara Zetkin ou encore Eleanor Marx et toutes ces militantes marxistes qui sont battues pour inclure les femmes dans la scène politique en gros. Donc voilà, en avant pour le socialisme.